Permis de vous montrer deux cas réels. Alors, la seule chose que je peux faire, c'est d'écrire pour pouvoir vous le lire. Et les preuves, vous pouvez les trouver aussi sur le site, sur une page qui est spécifique pour les cas réels. Alors, je commence à citer. L'histoire, vous pouvez le remplacer avec un film d'horreur. Parce que le film d'horreur va se finir dans une heure ou deux. Mais cette histoire, il tient parfois à vie. On est considéré très fort en matière de communication ou de contrôle de sécurité. Il y a des services vraiment qui méritent les plus grandes premiums qui existent dans ce monde. Mais on est tous enchantés de ce qu'on a déjà, qu'on ne se rende pas compte que l'essentiel n'existe pas. Car s'il existait déjà, je ne perdais pas mon travail et les moyens de subsistance. Je vous explique et vous allez comprendre. J'avais obtenu enfin un bon travail. Un travail qui était compatible avec mon caractère, celui d'aider les gens. Aider les gens parce qu'on aime faire le monde meilleur, c'est bien. Mais quand on est payé pour ça, alors ça, c'est magnifique. Je ne pouvais pas me reprocher rien. J'étais contente. Mais comment je suis arrivée de perdre un travail que j'aimais tellement? Peut-être que vous aussi, vous êtes dans la même situation, parce que si vous êtes, je peux vous dire une vérité absolue. C'était pas votre destin. C'était pas votre faute. C'était pas la volonté de Dieu. Rien de tout ça. C'était tout simplement la manque qu'on a dans le système. On a deux pour l'instant. Si quelqu'un pouvait contrôler pour notre sécurité, que les entreprises respectent à la lettre ses propres codes de déontologie, tout ira mieux. Si quelqu'un pouvait faire ça, je ne perdais pas mon travail si aimé. Et même si je l'ai perdu, j'avais au moins de quoi vivre, un moyen de ressources, mais apparemment personne ne contrôle ça. Le bon fonctionnement de code de déontologie à tout niveau d'entreprise qui le contrôle. Personne. Voici pourquoi je crois ça. Tout a commencé par une tendinite. Après beaucoup de travail, j'ai bougé quelques meubles pour passer l'aspirateur derrière. Ma tendinite, c'était plus grave et a entraîné un déplacement des cervicales. 4, 5, 6 et 7. En forçant mes tendons, ils ont entraîné un déplacement. Et c'est parce que j'avais un niveau très bas de vitamine D dans le corps. Donc je suis tombée malade de cervicalgie et de la tendinite sur l'épaule droite en septembre 2017. Depuis là, le médecin du travail m'a donné le droit de travailler jusqu'à 4 heures pour le matin. Les après-midi, je devais me réparer.
me réparer ou soulager. Je sais, j'ai, je sais je faisais de balnéothérapie, des séances de kinésithérapie et d'acupuncture. À la maison, je faisais aussi des massages et je prenais aussi des compléments alimentaires pour couvrir mon manque de vitamine D et de réparer mes cartilages et ma tendinite. Avec des autres compléments, bien sûr. Donc, moitié de ma journée, j'étais au travail et l'autre moitié, j'étais en train de m'occuper de ma santé. J'avais comme ressource le salaire et les indemnités journalières. Je me suis dit, conformément à notre horloge corporelle, dans quelques mois, je dois me revenir au normal et je vais pouvoir continuer à travailler en temps plein. Mais mon rêve, qui théoriquement devait se passer comme ça, s'est transformé dans le cauchemar de ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Ma chef est partie de cette entreprise. C'est lui qui m'a employé, qui m'a fait le contrat, que j'avais le rendez-vous avec elle, tout ça en première fois. En fait, ce sont eux qui m'ont appelé. Ils ont trouvé mon CV, je ne sais pas sur quel site internet. Ils m'ont appelé. J'ai toutes les épreuves. Et parce que le corps des autres, ce n'est pas qu'elle qui est partie en fait, aussi des autres personnels de l'administration qui sont partis. Est-ce qu'elle m'a abandonnée après? Non. Elle ne m'a pas abandonnée car l'entreprise où j'ai travaillé avait une grande structure mère qui ne m'a pas abandonnée, mais qui a provoqué ma ruine. Comment? Il ne répondait pas, ni à mes messages, ni à téléphone, ni à mes emails. Il n'envoyait pas des attestations à la caisse d'assurance maladie pour que je suis payée de mes indemnités journalières d'arrêt de travail à mi-temps thérapeutique. J'étais obligée d'appeler chaque mois. Quant à la sécurité sociale, quant à l'entreprise. Il ne répondait pas. C'est rare que j'avais une réponse. La réponse était votre employeur n'a pas envoyé votre attestation. Depuis septembre 2017 et jusqu'à ce jour, le avril 2018, je suis encore dans le même problème. Vous savez quoi? Pour une entreprise qui travaille avec des personnes d'aide à domicile, ils ont un code de déontologie qui disent on doit faciliter la communication entre personnel et bureau. Il me semble juste. On est obligé d'annoncer si on ne peut pas y aller, car on a peut-être un problème de santé ou une panne. Avec la voiture et on est coincé quelque part dans la route. Alors, ils sont obligés, pour leur responsabilité, de nous remplacer. Mais qu'est-ce qu'on a fait si cette code... Qu'est-ce qu'on fait si cette code de déontologie n'est pas respectée de tout, non, de tout l'employeur? N'est pas respectée du tout, plutôt dire. Mais qu'est-ce qu'on fait si cette code de déontologie n'est pas respectée du tout? L'employeur.
doit correspondre avec son engagement. Oh, je vois pas bien, il faut que j'ai fait mes lunettes. Désolée. Eh ben, tant mieux maintenant. Donc, l'employeur doit correspondre avec ses engagés sur toutes sortes de problèmes. L'employeur doit faciliter l'entrée d'argent à son employé, peu importe qui c'est son salaire ou les indemnités journalières, pour le mi-temps thérapeutique, car finalement, je suis tombée malade en travaillant pour lui, non? Mais maintenant que je ne suis pas dans mes capacités 100%, il ne doit pas me traiter par la négligence. Les personnes handicapées sont protégées par quelle loi? Pour l'insertion au travail, sont-ils traités de la même manière que moi? Ah ben si oui, c'est un désastre, une catastrophe. Le pire, c'est que les dettes ont commencé à grandir. Le retard de mes ressources m'ont provoqué beaucoup de dégâts, de découverts sur mon compte bancaire et des taxes d'utilisation de découvert qui étaient aussi effrayantes. Car j'ai pensé que, par exemple, 72 euros ou des autres sommes qui s'étaient parties sur mon compte à chaque entrée et en même temps pas avec le découvert bien sûr que j'ai utilisé, je pouvais vivre quelques jours en m'achetant par exemple des pains sans gluten qui c'est 2,80 €, le minimum, car je suis intolérante au gluten. Eh oui. Ma médecine traitante m'a conseillé de ne pas me stresser, car la récupération de cette maladie que j'ai été diagnostiquée ensuite par un docteur expert, ça peut ralentir ma guérison. Donc le stress, il fait mal. Il ne faut pas te stresser. C'est comme ça qu'elle m'a dit, mais comment faire pour ne pas se stresser quand on doit courir pour récupérer nos droits? J'ai contacté le Pôle emploi en lui demandant des conseils. Je lui ai expliqué que je ne peux pas perdre ce travail, mais que mon employeur m'a demandé par téléphone en criant, sur moi d'ailleurs, d'aller au médecin de travail et de me déclarer inapte pour ce poste. Au début, je ne voulais pas me déclarer inapte car je ne faisais pas grande chose à mon travail. C'était un accompagnement de personnes hospitalisées à domicile. Je le préparais à manger, son petit déj. Je l'aidais à manger. Ensuite, on parlait, on regardait la TV. Je faisais des petits ménages et on était bien. Moi et la personne malade et sa famille, je l'ai accompagné de tout, d'un temps en temps. À l'hôpital, je faisais des fiches d'hospitalisation, d'entrée. Donc, voyez-vous, le médecin de travail n'a pas voulu me déclarer inapte car j'ai pu le faire. En plus, c'était recommandé de bouger un peu dans ma maladie et il fallait bouger. Mais mon patron n'était pas content de ce résultat qu'il m'a donné le premier médecin de travail. Alors, cette fois-ci, il m'a envoyé encore une fois. Mais cette fois-ci, j'ai demandé, s'il vous plaît, même si ça va affecter ma carrière sur ce poste déclaré, déclarez-moi inapte, car mon patron me l'a demandé, en criant sur moi. Oui. Le médecin n'a pas voulu le faire parce qu'il a dit, ce n'est pas la vérité, vous pouvez bien exécuter cette tâche, ce poste de travail. Donc, dans 3 semaines de distance, j'ai été envoyée à 2 médecins de travail.
Mais toutes les deux n'ont pas favorisé la demande de mon patron. Mais mon employeur est un malin. Et il a pensé que si je ne prenne pas mes indemnités journalières, peut-être que je vais partir moi-même. Et il a gagné ici. Car je ne pouvais plus de stress, de dettes, sans réponse à mes questions. Alors, comme ma conseillère de Pôle emploi m'a dit, surtout ne démissionne pas. J'ai contacté le directeur, l'inspection du travail, mais pour rien. J'ai obtenu juste un accompagnateur pour une convocation qui c'était pour un licenciement d'absence au travail. En réalité, j'avais un arrêt de travail à thème complet, à côté de celle de mes thèmes thérapeutiques. Mais il voulait me licencier pour l'absence, même avec 2 arrêts de travail. Le mars 2018, j'étais donc accompagnée d'un délégué de l'inspection du travail qui a négocié pour moi la rupture conventionnelle de CDI pour éviter d'aller à prud'homme et pour obtenir le chômage. C'était une bonne négociation, gagnant-gagnant. Le patron évitait des explications de négligence face de son employé en tribunal. Et moi, je prendrais un droit de chômage pour vivre. Mais il a promis de face avec l'inspecteur du travail qu'il va envoyer les attestations aux sécurités sociales, raison pour laquelle on a demandé la rupture, parce qu'il n'envoyait jamais, depuis le septembre jusqu'à chaque mois, il n'envoyait pas, et je ne pouvais pas être payée, donc j'ai demandé la rupture. Je ne pouvais plus. Alors, pour ne pas l'appeler un prud'homme, il a dit oui, j'ai promis, je vais envoyer cette attestation. Mais il ne l'a pas fait. Et pourtant, il a promis. Des face avec quelqu'un de loi, de la direction d'un inspecteur du travail, vous imaginez ça? J'étais où? Il ne doit pas aller au prud'homme. Parce que... Attendez, je recommence. Là, je crois que je vais faire une petite pause. Donc, il a promis, de face avec l'inspecteur du travail, qu'il va envoyer les attestations de sécurité sociale pour que je me fais payer de mes indemnités journalières. Mais s'il envoie ça, je ne dois pas aller à prud'homme. C'est ça qu'on a négocié. Pacté. Et conformément au contrat de rupture conventionnelle, le patron devait me donner les papiers pour la CDI, pour Pôle emploi. Vers le 6 avril. Mais là, les choses sont empirées. Il s'est moqué de moi, oui, je comprends. On n'a personne. Ça y est, il ne travaille plus pour nous, on ne lui donne pas les papiers, qu'est-ce qu'on a promis. Mais il se moque aussi de l'inspecteur du travail. C'est quoi ça? Et j'ai contacté l'inspecteur, mais il n'a pas fait rien. Je lui ai expliqué par mail. J'ai contacté la directrice, non plus, rien. Qui défend alors les personnes qui sont dans la situation comme la mienne? C'est comme ça, pire encore. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que j'ai raison qu'il manque gravement le contrôle de sécurité, du respect du code de déontologie? C'est une structure que je ne le connais pas, que je dois contacter pour ça.
pour leur dire cet véritable problème de communication ou de non-respect de son propre code de déontologie qui lui-même l'a fait, mon patron par exemple. Pourquoi nous les personnes malades, on doit rester en milieu de ce guerre de communication, la communication entre le CPM et les entreprises? Pourquoi nous les malades, on doit couvrir et appeler quand c'est courir, pardon. Oh, je suis tellement stressée à cause de ce truc quand je passe par la même. Je souffre dans ce moment-là. J'essaye de me tenir forte pour pouvoir lire parce que si je pleure, déjà je ne vois pas avec mes yeux et avec les lunettes non plus. Alors je dois m'abstenir. Donc, où j'étais? La communication entre CPM et les entreprises. Pourquoi nous, les malades, on doit courir et appeler qu'à CPM, qu'à employeur, pour leur demander pourquoi mon argent n'est pas entré? Je suis encore capable de parler, de réfléchir, comme vous voyez bien. Mais qu'est-ce que ça se passe avec les autres? Il y a des centaines de malades comme moi. Est-ce qu'ils passent par la même phase que moi, par le même problème? Qui a-t-il la même chance que moi? Moi, j'ai une chance. Vous allez voir plus tard, dans une prochaine vidéo. Mais les autres, qu'ils n'ont pas. Combien de personnes malades, travailleurs, passent par la même histoire que moi? Malgré la loi de favorisation de communication, je ne sais pas combien de personnes le connaissent ça. Mais je vais chercher, je vais vous donner le nom de loi. Sur la vidéo, je vais afficher le lien. Il existe, cette loi. Il est même renforcé pour faciliter la communication. On souffre en cachet, nous, les malades. On souffre. Personne ne voit ça. C'est vraiment invisible.